Pourquoi est-ce si difficile d'être un parent empathique et d'être à l'écoute de ses enfants? Pourquoi vivons-nous parfois en contradiction avec nos propres valeurs et nos propres convictions? Comment expliquer que nous puissions nous disputer et même nous éloigner de personnes que pourtant nous aimons? Pourquoi un croyant, par exemple, aujourd'hui a-t-il plus qu'hier autant de mal à prier et à méditer quotidiennement? Pourquoi tant de personnes se sentent-elles à ce point frustrées et insatisfaites par leur vie? Et si notre ego était derrière tous ces problèmes? Mais d'abord, qu'est-ce que l'ego? Comment comprendre son importance et le rôle qu'il joue dans nos vies? Alors commençons par réfléchir à ce que l'on peut appeler par l'ego ou l'égocentrisme. Le sujet est à mon sens à la fois sérieux et passionnant, car réfléchir sur le concept d'ego nous permet de mieux comprendre nos peurs et nos comportements, mais aussi le comportement des personnes qui nous entourent. Est-ce que vous connaissez la schizophrénie? La schizophrénie, c'est une pathologie mentale qui se caractérise par une distorsion des pensées, une distorsion de nos perceptions, de nos émotions, du sentiment de soi et du coup de notre comportement. Eh bien, quand j'ai commencé à étudier l'ego, j'ai commencé à me poser cette question. Et si les schizophrènes étaient des individus qui, en créant une image d'eux-mêmes, en étaient arrivés à se perdre en chemin? Quand nous naissons, nous sommes un peu comme une page blanche, une page vierge. Une page qui peut être remplie de belles choses ou alors de choses moins belles qui nous feront souffrir. Un individu équilibré sur le plan spirituel est plus résilient aux assauts de son ego, car régulièrement, il peut s'arracher à son quotidien pour se tourner vers ce qui est au-delà de lui. S'asseoir plusieurs fois par jour pour méditer ou pour prier. Et quand on réfléchit à ce à quoi sert la prière, par exemple, ou la méditation, eh bien, on peut se dire qu'elle sert à nous rappeler que nous ne sommes tout simplement pas au centre de l'univers, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que nous ne sommes qu'une infime partie d'un tout. Ainsi, cela nous aide à relativiser nos problèmes quotidiens que nous pouvons considérer par rapport au mouvement du ciel, au mouvement des astres, des océans, de l'infiniment grand et évidemment de l'infiniment petit. Donc le bouddhisme, par exemple, va prier Bouddha, qui est pour lui la paix et la vérité suprême. Un croyant, juif, chrétien ou musulman, va prier un Dieu qui est l'infinie sagesse et le créateur de toutes choses. Mais au final, tous essayent de faire abstraction de leur ego, de leur vie, de leurs problèmes, pour se tourner vers un absolu qui les dépasse. Peu importe si vous êtes croyant ou non, mais je crois que le simple fait de s'arrêter et de s'habituer à prendre une pause dans la journée, simplement pour se décentrer et reprendre conscience de notre place relative par rapport à l'infinité de la création. Et cette rupture ou ces ruptures quotidiennes nous permettent d'être plus forts, plus résistants face à cet égocentrisme et cette tension permanente du je suis, je veux, je mérite, j'ai raison. Toutes ces choses qui parfois nous rendent ignobles, insensibles, vaniteux, dominateurs, violents même. Tout cela vient de représentations déformées de nous-mêmes et des autres. Et je détaillerai ce point un petit peu plus loin dans la vidéo. Le fait est que nous avons en nous une dualité. Nous aspirons tous à être aimés, reconnus, appréciés, respectés, et c'est tout à fait normal. Cela fait partie de notre besoin d'estime de soi, de notre besoin de reconnaissance. Mais attention, cela devient pathologique dès que nous essayons de répondre à ces besoins en le faisant au détriment des autres. Ou dès lors que nous nous sentons obligés de cacher qui nous sommes vraiment pour être aimés, reconnus, appréciés, respectés. Et c'est justement de ce type d'ego dont je vous parle dans cette vidéo. Un ego qui nous pousse à mentir, à inventer un personnage, une figure que nous allons présenter au public, qui a été remaniée, modifiée pour éviter de nous montrer tels que nous sommes réellement, avec nos qualités et nos défauts. Et pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui pour vous, pour moi, de résister à cette tentation? C'est tout simplement parce que notre société est basée justement sur l'ego. Vous verrez que nous avons appris depuis que nous sommes petits, dans notre société, à évaluer les autres sur des critères extérieurs. Évidemment, nous ne pouvons pas juger l'intérieur, donc c'est normal de se présenter par exemple à un entretien avec une tenue soignée. Mais en revanche, eh bien, votre valeur va être définie en fonction de critères sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Et ça, c'est problématique. On va évaluer votre valeur humaine en fonction de votre richesse, de votre couleur de peau, de votre prénom, de votre âge, de votre niveau de diplôme. Et c'est évidemment un boulevard dans lequel va s'engouffrer votre ego. Car beaucoup d'entre vous faites cette erreur lorsque vous pensez à l'ego. L'ego, contrairement à ce qu'on vous en a dit, n'est pas un sentiment de fierté ou d'orgueil. C'est au contraire le miroir de nos peurs les plus profondes. En l'occurrence, nos peurs infantiles, comme la peur d'être rejeté par ses parents, la peur d'être rejeté par le groupe, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez bien.
Et d'ailleurs, ces peurs sont instrumentalisées par la plupart des États du monde, ce qui vous poussera parfois à faire des choses étranges, à accepter des choses que vous n'auriez jamais validées en temps normal, à vous soumettre à des règles que vous croyez jusqu'ici injustes ou irrationnelles, parce que vous avez peur. L'ego tend naturellement vers la facilité et donc vers le conformisme. Ce même conformisme qui, dans le passé, a permis à des dictateurs de faire basculer leur pays dans le totalitarisme et ce, dans l'indifférence générale. Parce qu'en réalité, et c'est important de le comprendre, l'ego n'est que peur. Peur de souffrir, peur d'être différent, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur d'être exclu, peur d'être puni. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi, tôt ou tard, la plupart d'entre nous finissons par entrer dans le rang. Et même accepter, comme je l'ai dit, ce qui nous aurait paru auparavant comme inacceptable et contraire à nos valeurs. Nous avons peur d'assumer nos choix, d'assumer ce que nous sommes, d'assumer ce que nous croyons, d'assumer notre différence. Et cette peur n'est pas anodine. Comme l'écrit la psychologue Sophie Majola, l'ego conformiste constitue un danger considérable sous ses dehors apathiques et anodins, car sur le plan éthique, il peut réduire à zéro le sens de la solidarité humaine, faisant de la foule un objet dangereux parce que manipulable à volonté. Sans parler de politique, pensez à vos enfants. Qu'est-ce qui motive un garçon ou une fille de 12 ans par exemple à vous demander un smartphone? Est-ce vraiment pour pouvoir vous contacter et être contacté en cas de besoin? Ou est-ce que c'est pour ne pas être comme celui ou celle qui n'a pas de smartphone? Pensez à ces filles qui se maquillent et qui s'habillent d'une certaine manière juste pour ne pas être rejetées par leurs copines. Et si on voulait creuser un peu plus profondément, en réalité, juste pour être aimé. Pensez à ces collégiens qui se créent un compte sur Instagram et se sentent obligés de partager leur vie privée parce qu'en réalité, ne pas être sur certains réseaux sociaux, c'est ne pas être dans la hype, entendez, dans la tendance. Pensez à ces femmes qui, persuadées que les autres les voient vieillir, vont se maquiller de plus en plus par peur du regard des autres, par peur d'être rejeté par leur mari, jusqu'à ne plus oser se montrer sans maquillage. Et c'est cela la tyrannie de l'image de soi. C'est quand on essaye de cacher un déficit d'estime de soi derrière un comportement ou derrière un personnage fictif créé de toutes pièces jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes ce personnage. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu'est l'ego? Et est-ce que la première partie de cette vidéo vous plaît ou vous apprend des choses? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires et pensez à la liker et à vous abonner tout de suite. Est-ce qu'on peut vaincre l'ego? L'ego est-il quelque chose d'externe à nous que nous pouvons, entre guillemets, tuer? Je vous pose une question. Peut-on tuer ses émotions? Peut-on faire disparaître la peur, le désir, l'envie? Évidemment, vous l'aurez compris, c'est impossible. Vos émotions font partie de vous. Elles sont le fruit de l'interaction entre votre cerveau, votre système nerveux et bien entendu, vos pensées. Vous ne pouvez évidemment pas vous passer ni de votre système nerveux, ni de votre cerveau, et encore moins, vous pouvez vous empêcher de penser ou d'avoir des croyances. L'ego, ce sont toutes ces peurs, tous ces désirs que nous apprenons à maîtriser normalement depuis l'enfance, depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Et ce sont ces émotions, ces pulsions que nous parvenons au fur et à mesure, non pas à faire disparaître, mais à maîtriser grâce à l'amour que nous recevons, grâce à notre éducation, grâce à la morale et à l'éthique qui nous sont transmises par nos parents. Et grâce, enfin, à nos connaissances. Donc, grâce à tout cela, grâce à cet héritage, parvenons à développer une aptitude à canaliser ces pulsions, ces peurs, ces désirs, ces pulsions égocentriques et craintives. C'est un peu comme si nous renforcions notre esprit en développant une bonne estime de soi, de l'empathie vis-à-vis des autres et un côté spirituel qui nous aide à échapper de notre propre prison et à relativiser notre existence par rapport à un absolu qui nous dépasse. Donc on pourrait dire que l'éducation et le savoir agissent dans notre esprit comme des appareils de musculation sur des muscles entraînés en prévision d'une compétition ou d'une épreuve physique. Et c'est en ce sens que je considère la psychologie, le développement personnel et le développement spirituel comme autant d'arts martiaux pour se défendre et s'épanouir face aux épreuves de la vie. Et donc selon moi, il est vital que nous soyons suffisamment développés pour nous défendre efficacement face aux pressions extérieures, au stress du travail, aux difficultés de la vie, aux agressions que nous subissons quotidiennement, aux tentatives de manipulation dont nous faisons l'objet. À chaque instant, nous pouvons succomber à cette croyance que tout dépend de nous, que tout tourne autour de nous. Mais surtout la croyance que nous ne sommes pas assez de quelque chose. La croyance que nous devons forcément être différents pour être meilleurs. La croyance qu'il est préférable de se construire une nouvelle identité pour être accepté, pour être aimé, pour réussir. Et du coup, la croyance que c'est cette identité qui est à l'origine de tous nos succès,
Et que sans cette identité, que vous redeviendrez un minable, un moins que rien, une personne sans valeur. Donc tout revient à cette fausse identité que nous présentons aux autres, et c'est à mon avis aussi pour cela que tant de couples divorcent. Non parce qu'il n'y a pas de solution, mais comment avouer sa faiblesse, ses défauts et ses secrets à quelqu'un d'autre. Et rares sont ceux qui du coup osent consulter, tout simplement parce que nous ne supportons pas d'enlever nos masques et d'apparaître tels que nous sommes, c'est-à-dire en réalité des êtres fragiles avec des imperfections. Et les statistiques du mariage sont malheureusement incroyables. Un couple sur deux va divorcer et environ encore 30% des couples qui ne divorcent pas ne sont pas heureux et restent ensemble uniquement par résignation. Prenons un autre exemple. Prenons un exemple d'un entrepreneur à succès. À un moment de son parcours, il a cru qu'il devait à tout prix se créer un personnage parce qu'il croyait que le vrai lui n'était pas assez bien. Cet homme a construit peu à peu un récit narratif séduisant, une storytelling, une image pour mieux se vendre. Alors, dans les soirées, il raconte à ses invités à quel point c'est un self-made man, c'est-à-dire un homme qui s'est fait tout seul. Il raconte à quel point il a réussi par la seule force de sa volonté, par son seul talent et par son intelligence. Dans cette représentation de sa vie, dans sa croyance, tout vient de lui, tout. Oubliez son épouse qui s'est occupée de ses enfants et l'a soutenu dans la pauvreté pendant plus de 10 ans avant que son business n'explose. Oubliez par exemple son meilleur ami à qui il a volé l'idée avant de racheter ses parts. Oubliez ses collaborateurs qui font tourner son business. Oubliez les personnes qui l'ont influencé et qui lui ont donné des idées. Oubliez ses amis et tout son réseau qui l'a recommandé et lui ont ouvert des portes qui sinon seraient restées fermées. Oubliez toutes ces fois où la chance a joué en sa faveur. Forcément, en façonnant cette image de lui, cette représentation de lui, son personnage, il va traverser la réalité, il va faire disparaître ce qui pourrait nuire à son image, il va mentir aux autres et surtout il va se mentir à lui-même. La plupart des grands leaders sont tombés dans ce travers et leur personnalité a fini par se diluer dans celle de leur image. Du petit caporal Napoléon Bonaparte, devenu empereur des Français, à Steve Jobs, à Elon Musk, victimisé par l'école et aujourd'hui l'un des plus grands influenceurs de la planète. Les médias évidemment, les journalistes, les écrivains, les youtubeurs sont friands et adorent ces récits de héros modernes. Mais nous aussi nous raffolons de ces histoires, de ces princes, de ces princesses, de ces grands entrepreneurs, de ces milliardaires, de ces acteurs. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous pouvons nous mettre à la place de ces personnages et nous imaginer vivre leur vie, même si celle-ci évidemment est enjolivée et photoshopée. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans ce pied, moi y compris. Prenez par exemple le développement personnel. À la base, le développement personnel remonte au mouvement New Age, influencé par une vision non matérialiste du monde, notamment par le bouddhisme. Mais qu'est devenu le développement personnel aujourd'hui, 50 ans plus tard? Observez comment se présentent les leaders du marché du développement personnel. Allez voir leur site et vous allez voir des vidéos d'hommes acclamés par des foules en adoration devant leur génie. Des stars en fait qui exposent leur réussite matérielle et se prennent en photo aux côtés de chefs d'État. Donc des icônes en adoration devant d'autres icônes. Alors que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, la richesse en soi est une bénédiction pour moi. C'est le fruit d'années de travail et la richesse est aussi un outil extrêmement puissant pour accomplir de grands projets et puis pour aider les autres, pour améliorer le monde. Donc il ne s'agit pas de cacher sa richesse, mais faut-il pour autant en faire un outil marketing? Est-il nécessaire de montrer ostentoirement que l'on a réussi, que l'on a de l'argent, que l'on possède une belle voiture, une belle maison? Quelle est la limite entre notre besoin de reconnaissance, d'estime, d'amour et le besoin de notre ego de mettre en scène un personnage qui n'est pas nous? Où est la limite entre ce que nous sommes et ce que nous mettons en scène? N'alimente-t-on pas, encore une fois, notre dépendance à l'égard des autres? Vraiment, et je tiens à le dire parce que je sais que je vais recevoir des commentaires, je ne condamne pas les leaders du développement personnel. Ce sont des personnes qui ont mérité leur réussite et qui n'ont certainement pas à en avoir honte. Mais je prends cet exemple parce qu'il me semble représentatif du culte de l'ego. Et même dans un domaine où nous nous formons quotidiennement pour développer notre estime de soi. Et moi, cela me rappelle la puissance et la force d'attraction de notre ego et sa capacité à se frayer un chemin dans notre esprit pour nous pousser, sans même que nous nous en rendions compte, à construire constamment une image qui va s'interposer entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous pensons que les autres veulent voir de nous. Certains me diront, mais où est le problème d'embellir son image? La première chose que j'aimerais leur répondre et qui me vient en tête, c'est que l'homme n'est pas une marque, l'homme n'est pas un objet.
L'homme n'est pas censé être une marchandise, même si, encore une fois, tout nous pousse, et c'est valable aussi pour moi, à tomber dans l'excès du personal branding. Je pourrais encore vous donner l'exemple de ces influenceurs sur Instagram qui mettent en scène chacun des aspects de leur vie privée et transforment celle-ci en un film, une sorte de film en tout cas. Et c'est à mon avis le grand danger des réseaux sociaux et encore plus de la réalité virtuelle qui va très bientôt débarquer dans notre vie quotidienne. Le deuxième danger, toujours selon moi, c'est qu'en devenant un autre personnage que nous mettons au service de nos ambitions, nous risquons de perdre pied avec la réalité. Nous érigeons un mur entre nous et les autres. Notre avatar égocentrique, qui est parfait, beau, ambitieux, finit peu à peu par prendre toute la place et du coup les autres deviennent de moins en moins réels. Récemment, par exemple, j'ai lu un article parlant d'Elon Musk, un icône et donc un objet d'adoration pour de nombreux fans. Et évidemment, Musk, en tant que leader visionnaire, est génial d'un point de vue entrepreneurial. Mais par contre, sa personnalité m'interroge. Je vais vous lire l'article et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Dans son livre sur Elon Musk, Ashley Vance rapporte une anecdote sur les circonstances dans lesquelles Musk a cessé sa collaboration avec son assistante de direction qui l'accompagnait depuis le début de 2014. Selon Vance, l'assistante, donc Mary Beth Brown, avait demandé une augmentation significative après avoir travaillé pour lui 12 ans. Et quelle a été la réponse de Musk? Bien, Musk lui dit de prendre 2 semaines de congé. Quand Brown est revenu, 2 semaines plus tard, Musk lui a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. J'aimerais vous donner quelques pistes sur comment aider les personnes autour de vous qui se sont créés un personnage et qui sont peut-être en train d'en devenir prisonnières. Comment vous aider vous-même si vous sentez que vous avez tendance à vous cacher derrière une apparence ou une personnalité fictive. Si vous sentez que vous avez tendance à écraser les autres pour cacher vos propres faiblesses. Comment faire pour se libérer de cette armure trop lourde à porter? La première chose positive, c'est que si vous en avez conscience, cela signifie que votre personnalité n'a pas encore été totalement débordée. Ensuite, vous devez savoir que ce que vous considérez comme des faiblesses n'ont pas tant d'importance aux yeux des autres et encore moins aux yeux de ceux qui vous aiment. La plupart du temps, nos peurs, nos blocages psychologiques et donc notre ego nous poussent à avoir une image déformée de la réalité et nous poussent à nous faire une montagne de ce qui n'est qu'un petit problème. Les personnes qui vous connaissent bien peuvent sentir en vous côtoyant que quelque chose ne va pas. Alors, se confier, reconnaître ses erreurs et ses faiblesses est à mon sens en réalité une preuve de force et d'estime de soi. Dire la vérité, se montrer tel que vous êtes est certes douloureux, ça fait peur. Mais comprenez que le simple fait de penser que les gens vont vous rejeter, s'ils savent ce que vous êtes vraiment, est une croyance totalement fausse. Parce que tout ce que votre personnage fictif peut faire, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez le faire en mieux, c'est-à-dire sans avoir besoin de vous travestir, sans avoir besoin de mentir, sans avoir besoin d'écraser les autres pour atteindre votre objectif. La vérité prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité finit toujours par arriver. Alors j'aimerais conclure en vous donnant 3 conseils. Acceptez de dire la vérité à vos proches sans avoir peur qu'ils vous jugent, sans avoir peur qu'ils vous rejettent. Acceptez de demander de l'aide sans avoir peur d'être considéré comme un faible. Acceptez votre côté perfectible, acceptez de vous montrer avec votre faiblesse, car au final, c'est ce qui vous rend plus humain et c'est ce qui vous rendra plus charismatique. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description et à rejoindre ma communauté. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner tout de suite à cette chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez mon travail. À très bientôt et comme je le dis toujours, que la paix soit sur vous.